Bonjour à tous. Je crois qu'on disait une semaine de plus et on avait encore 20% de personnes en moins, Covidées, qui ne viendraient pas. Ce matin, d'ailleurs, il y a eu quelques changements. Et on remercie ceux qui ont accepté de se lever, de venir nous rejoindre immédiatement pour remplacer ces changements. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Robin Rivaton et moi-même, Michel Tolida, en fait, nous avons préparé cette matinée pour vous. Elle va se dérouler en 3 temps. Et on va surtout aborder un grand nombre de sujets sur la performance immobilière et appliquée au logement social et intermédiaire. Je crois qu'on va essayer de démarrer à peu près à l'heure. Je vais vous laisser les uns et les autres vous installer. Je crois que Robin va lancer la première table ronde. Et Merci beaucoup Michel. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier colloque sur la performance opérationnelle dans le logement social et intermédiaire. On a voulu le monter, déjà l'institutionnaliser, parce que c'est le premier, donc on a vocation à répéter et à renforcer l'exercice d'année en année. Et on a voulu organiser ce colloque tout simplement parce que bon, il n'aura échappé à personne que le secteur de l'immobilier en général, du logement en particulier, est en train de subir des transformations assez fortes du point de vue du contexte macroéconomique, du point de vue d'autres facteurs également. Et donc, il était, de notre point de vue, intéressant de regarder la question de la performance opérationnelle. La performance opérationnelle, c'est réellement la capacité d'un opérateur à pouvoir tirer de la valeur de son actif, à pouvoir préserver cette valeur dans le temps, puisqu'il y a souvent des dimensions de préservation de la valeur, de transmission de ce patrimoine. Et donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir interroger cette notion de performance opérationnelle, plus particulièrement dans le secteur du logement social et intermédiaire. C'est un secteur qui existe dans de nombreux pays, qui est particulièrement fort, je dirais, en France, et qui a surtout engagé depuis longtemps ces réflexions autour de la performance opérationnelle. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Nous allons essayer de le voir avec 3 tables rondes. Une première table ronde qui va essayer de regarder ou d'étudier un petit peu les évolutions macroéconomiques qui touchent le secteur. Elles sont nombreuses, des matières premières à l'inflation en passant par les taux. On va essayer de balayer ça dans cette première table ronde qui va débuter maintenant. Et puis dans une seconde table ronde, nous allons regarder comment la numérisation, comment la digitalisation, en tout cas tout ce qu'on essaiera déjà de définir, ce qui se cache derrière ces termes-là, mais comment ces processus ou ces chantiers peuvent apporter de la performance opérationnelle au sein des organisations du logement social et intermédiaire. Et puis dans un troisième temps, nous essayerons de regarder comment la performance ainsi générée peut être une source ou une réponse à 2 des grands chantiers auxquels doit faire face le secteur, qui est d'une part la transition démographique, avec un changement du profil des occupants, et de l'autre côté la transition environnementale, avec tout simplement une exigence extrêmement forte de faire en sorte que le secteur de l'immobilier en général et du logement en particulier puisse participer à la transition environnementale à sa juste part. Pour cette première table ronde, donc vous avez effectivement une petite application à propos du colloque. Si vous voulez la télécharger, n'hésitez pas. Vous pourrez y poser des questions. Vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations. Je m'extrais du QR code, sinon vous n'allez pas aller, vous allez aller nulle part. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application du colloque. Et donc, entre chaque table ronde, nous ferons une très très courte pause. Et puis, nous conclurons tout ça par un cocktail déjeunatoire auquel nous aurons le plaisir de tous pouvoir participer. Première table ronde, j'invite Clément Lecuivre et Nicolas Bouzou à venir s'installer à mes côtés. Je les présente très brièvement, mais est-ce nécessaire? Donc Clément Lecuivre est directeur général de CDC Habitat, membre du directoire de la société. On expliquera un petit peu
en détail les différentes activités du groupe CDC Habitat, qui sont nombreuses désormais. Et puis Nicolas Bouzou est économiste, vous le voyez sans doute très régulièrement dans les médias, directeur fondateur du cabinet d'études et d'analyse Asterès, et puis aussi fondateur des rencontres de Saint-Raphaël. Donc j'ai le plaisir de les faire intervenir tous les deux aujourd'hui. Et puis pour commencer, pour lancer un petit peu ce débat, qu'on va essayer de structurer en 3 grandes parties. D'abord, essayer de réfléchir un petit peu au contexte macroéconomique global et ce qu'il implique notamment pour nous en tant que Français. Peut-être Nicolas, est-ce que tu peux partager quelques-unes de tes analyses sur ce à quoi nous faisons face et surtout qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Bonjour à tous déjà, et permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. Alors, le contexte macroéconomique, il est nouveau. Il est nouveau et il est logique qu'il soit nouveau parce que les 2 chocs que nous avons subis ces 3 dernières années, le choc pandémique et le choc de la guerre, de l'agression de l'Ukraine par la Russie, sont des chocs qui, pris indépendamment les uns des autres, auraient eu de toute façon des conséquences économiques très importantes. Quand on regarde l'histoire de l'économie sur longue période, on voit vraiment que les événements qui sont le plus susceptibles de faire dévier les économies, c'est justement les pandémies et les conflits. Donc là, on a l'un et l'autre coup sur coup. Et ce qui est intéressant, alors ce qui facilite l'analyse, c'est que ce sont des chocs qui ont à peu près le même type de conséquences macroéconomiques. Alors, je ne vais pas jargonner, vous inquiétez pas, mais c'est ce qu'on appelle des chocs d'offres négatifs. Ça veut dire tout simplement que ça rend plus difficile le fait de produire, l'un comme l'autre. La pandémie, vous l'avez vu, y compris d'ailleurs dans sa phase chronique, on est sorti de la phase aiguë, mais y compris dans la phase chronique, eh bien, ça restreint la production dans les pays qui sont les plus touchés. Alors, ça a été très fort, par exemple, en Chine, ces derniers mois. Vous avez suivi les affaires des confinements de Shenzhen et de Shanghai, avec donc des restrictions à l'activité économique, à l'activité industrielle, aux activités logistiques qui ont été très importantes. Faut bien comprendre, au-delà des idées générales, comment ça se passe très concrètement. Un chauffeur de poids lourd à Shanghai, il avait le choix entre rester chez lui ou aller travailler, mais s'il allait travailler, il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il dormait pendant 2 mois dans son camion. Vous voyez, donc, comprenez bien que ce sont des politiques qui, forcément, ont des impacts économiques. Et d'ailleurs, même en ce moment en France, en fait, alors c'est beaucoup plus léger, ça n'a rien à voir, mais l'assurance maladie nous dit très bien que le nombre de personnes aujourd'hui malades, le nombre de personnes en arrêt maladie connaît un pic relativement important, et on le voit dans les grandes entreprises. Il y a des grandes entreprises qui sont un peu, alors c'est pas très méchant, mais qui en ce moment sont un peu désorganisées, parce que vous avez parfois un quart ou un tiers d'une équipe qui est à la maison. Donc, premier choc négatif, la pandémie. Deuxième choc négatif, évidemment, la guerre en Ukraine. Alors là, ce ne sont pas des restrictions de production industrielle ou logistique. Comme l'a dit Robin, c'est un choc qui transite davantage par les restrictions d'accès aux matières premières, et en particulier aux hydrocarbures. Tout ça, en fait, a pour conséquence que le contexte économique, et c'est ça ce qu'il faut que vous reteniez, parce que c'est très important, c'est une idée qui est très simple, mais une idée de contexte qui est très importante. Aujourd'hui, on a une offre qui est inférieure à la demande. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'on est dans une économie qui est une économie de pénurie, une économie où on manque de choses. Et c'est nouveau, je le disais, parce que vous n'avez pas connu ça. Soit vous l'avez jamais connu. Dans le logement, on connaît un peu. Soit quand, oui, non, bien sûr. Mais j'évoquais le contexte général, puisque ta question portait sur les problèmes macroéconomiques. Mais tu évoques la question du manque d'offres de logement, mais je parle sous votre contrôle à tous les deux. Mais en matière de construction immobilière, on manquait pas de matériel. Aujourd'hui, on a vraiment ce problème. Et donc, je m'arrête là pour cette première description de ce qui est en train de se passer, mais offre inférieure à la demande en raison de ces 2 chocs. Alors déjà, ça va durer autant que dureront la pandémie et la guerre, donc ça, il est, de mon point de vue, absolument impossible de répondre à cette question. Mais surtout, ce sont des considérations globales. Ça veut dire qu'on manque un peu de tout. Donc on manque de matières premières, on manque de biens intermédiaires du type semi-conducteurs, et
très important, et je m'arrête là, et ça c'est plus lié à la pandémie qu'à la guerre en Ukraine, on manque de gens. Et en particulier en France, si vous me permettez cette provocation, de gens qui veulent travailler. Ce qui accroît la difficulté. Donc, quand on est dans ce type d'économie, tout monte. Les prix des matières premières montent, les prix des semi-conducteurs montent, le prix des gens, c'est-à-dire les salaires, montent, et les taux d'intérêt montent aussi. Voilà. Et ce contexte, c'est ce contexte légèrement inflationniste. On n'est pas dans une situation d'hyperinflation, mais de tension légèrement inflationniste qui peut aller, et là je m'arrête vraiment, je vous le promets, qui peut aller jusqu'à je dirais pas des rationnements, mais si vous suivez par exemple le marché des hydrocarbures ou le marché de l'électricité, moi j'étais à Cattenom la semaine dernière par exemple, donc centrale de l'Est de la France, pas loin de la frontière luxembourgeoise, le directeur me disait, c'est la première année quand même où cet hiver, sans doute, on va demander à des grosses unités industrielles de passer sur leur propre générateur d'électricité quelque temps, d'arrêter de produire peut-être certaines nuits, donc on n'aura pas de blackout cet hiver, mais on n'est pas complètement à l'aise. Et ça n'était jamais arrivé. Enfin, ça n'était pas arrivé, en tout cas, depuis la fin des années 70, disons. Très clair, merci beaucoup Nicolas. Clément, dans ce contexte-là, comment on pilote un groupe comme CDC Habitat qui doit aussi faire face à une multitude de problématiques, puisque les impacts ou les répercussions de ce contexte macro sont très différentes dans la diversité du portefeuille du groupe CDC Habitat. Merci Robin, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'introduction n'était pas rassurante. Malheureusement, on en était déjà conscient. J'ajouterais juste un point avant de dire un mot sur CDC Habitat, c'est qu'en plus, l'analyse que Nicolas Bouzou a faite, appliquée au secteur de l'immobilier en France, c'est un double choc qui intervient dans un moment très haut du cycle. C'est-à-dire qu'on a depuis 5 ou 10 ans maintenant une hausse continue des prix de l'immobilier. Alors je parle de l'immobilier résidentiel, plus particulièrement. Mais en fait, ce double choc, on le prend à un moment où on savait qu'en plus, on avait des prix qui sont arrivés à un niveau extrêmement élevé, des rentabilités locatives qui sont historiquement faibles. Et donc, ce double choc, qui est un choc d'offres maintenant, intervient dans un contexte où on savait que le cycle était quand même très haut. Alors, un mot sur CDC Habitat rapidement, mais donc nous sommes un opérateur de l'immobilier résidentiel qui opère sur l'ensemble des segments d'activité, que ce soit le logement abordable, le logement libre, le logement intermédiaire, le logement social, le logement accompagné et même l'hébergement d'urgence, puisqu'on a l'ensemble de la palette des interventions en matière d'habitat d'intérêt général. Au total, l'ensemble de ces segments, c'est 530 000 logements gérés par notre groupe à travers nos différentes filiales et aux 3/4, un peu plus de 400 000, 80% du logement social ou du logement accompagné, en tout cas du logement conventionné, et puis 100 000 du logement libre ou intermédiaire. Donc, la particularité du groupe, c'est que historiquement, comme tous les bailleurs de logement social ou intermédiaire, on a développé pour compte propre. Donc c'est évidemment l'essentiel de notre patrimoine, mais depuis maintenant 6 à 7 ans, on développe une activité de gestion pour compte de tiers. On a d'ailleurs créé à cet effet une société de gestion agréée par l'AMF, Ampère Gestion, dont l'activité est d'investir pour le compte d'investisseurs tiers, à charge pour CDC Habitat de gérer ces logements, donc d'assurer la gestion locative. Et donc, on a développé, et cette activité est en forte croissance depuis son origine, puisque Ampère Gestion aujourd'hui a 13,5 milliards de capacité d'investissement. Et donc, à travers 12 fonds gérés, donc c'est une activité qui a décollé très très vite. Et du coup, dans ce contexte, il s'applique à un opérateur comme nous, qui est très diversifié aujourd'hui, même si c'est sur la classe d'actifs exclusivement d'immobilier résidentiel, puisqu'on est à la fois investisseur, pour compte propre et pour compte de tiers. Donc on a des problématiques d'investisseurs. On est évidemment bailleur et bailleur social au premier chef, donc on a des problématiques de bailleur social, gérant un parc de logement social pour compte propre. Et puis on a aussi des problématiques de gestionnaire pour compte d'autrui, puisqu'on assure la gestion locative aujourd'hui de 30 000 logements, et la perspective c'est que on augmente ce patrimoine.
Et puis un dernier mot peut-être sur le modèle économique de CDC Habitat, et puis on pourra après rentrer un peu dans le détail de l'impact du contexte macroéconomique. C'est que on a un modèle économique qui historiquement est fondé sur une grosse production annuelle. Depuis quelques années, on produit en moyenne entre 20 et 25 000 logements. On a même connu un pic depuis ces 3 dernières années avec le plan de relance du logement que nous avons initié en 2020. On est plutôt entre 25 000 et 30 000 logements produits chaque année. Et cette politique de développement très dynamique, elle est financée pour partie par des plus-values de cession sur le patrimoine que CDC Habitat cède. Et donc on est aussi très vigilant à ce que nos plus-values potentielles puissent se régénérer pour qu'on puisse réinjecter le produit de ces cessions dans le développement neuf, en particulier dans le logement intermédiaire et dans le logement social. Très clair. Et l'impact, donc si on rentre un peu dans le détail. Alors si on rentre dans le concret, vous voyez que tout ce modèle, il tient lorsque les conditions macroéconomiques sont quand même, on va dire, faciles à anticiper, stables. Enfin bref, comme tous les opérateurs économiques, on aime les environnements stables. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la période nous invite à l'humilité et que on est dans le même brouillard que l'ensemble des opérateurs. Alors je pense qu'il y a peut-être 2 éléments majeurs à sortir pour être un peu concret, pour essayer de donner des points fixes dans cet environnement. C'est qu'on a quand même la perspective d'une inflation qui est quand même beaucoup plus élevée aujourd'hui que le régime auquel on était habitué. Et ça, évidemment, pour un opérateur comme nous, c'est sur nos charges un impact sur le compte d'exploitation qui va être évident. Et puis, il y a la problématique, et ça, c'est une problématique qui traverse tous les métiers de CDC Habitat, c'est celui des loyers, donc des produits. Dans quelle mesure on va être capable ou pas de répercuter dans nos comptes d'exploitation l'évolution de l'inflation. Ça n'a rien d'évident quand on est un bailleur d'intérêt général. Il y a des questions de solidarité et puis de mise en œuvre de politiques publiques. C'est-à-dire qu'on voit bien les débats aujourd'hui qui traversent le paysage politique sur l'indexation des loyers. Donc le gouvernement a pris une position qui est une position de modération de l'évolution des loyers, en limitant à 3,5% ou à l'IRL du 2e trimestre de cette année, si on veut être un peu technique, mais ça fera à peu près 3,5% sur les 2 prochaines années. Maximum l'évolution des loyers. Même à ce niveau-là, la question de la répercussion sur nos locataires et de leur capacité à payer les loyers se pose, et donc on aura une très grande vigilance, comme l'ensemble des bailleurs, sur le niveau des impayés, sur l'impact que ça aura sur la situation de nos locataires. Même chose pour l'énergie. Les factures de gaz et d'électricité sont répercutées dans la plupart des cas dans la quittance des locataires, et donc l'évolution de ce prix, et même avec l'application d'un bouclier tarifaire, va conduire naturellement à l'augmentation des quittances. Et donc la mise en œuvre progressive de cette augmentation est un élément extrêmement fort pour nous, parce que c'est nécessaire d'un point de vue économique, mais en même temps ça appelle à une grande vigilance du point de vue de la situation de nos locataires et de leur capacité à payer. Inflation, j'ai donné quelques éléments d'impact. Taux d'intérêt, l'évolution des taux d'intérêt l'augmentation a été relativement brutale. En quelques semaines, le marché s'est retourné. On le voit encore assez peu, me semble-t-il, mais ça je parle sous le contrôle de l'économiste, sur les particuliers, c'est-à-dire que les taux d'intérêt pour l'acquisition de biens immobiliers par les particuliers entament à peine cette augmentation, et on voit que ça commence à mordre sur la demande. Pour les entreprises, l'augmentation, la restriction des conditions de financement était beaucoup plus forte et beaucoup plus marquée et beaucoup plus rapide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment les marchés obligataires se sont assez largement refermés, et donc les conditions de financement pour les investisseurs dans l'immobilier résidentiel sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 6 mois. Et donc avec un impact évidemment sur le prix des actifs et la rentabilité des portefeuilles. Et donc on commence vraiment à sentir un attentisme très fort des investisseurs tiers pour la classe d'actifs résidentiels, ce qui naturellement a un impact sur l'état du marché. Justement, en dézoomant un tout petit peu, et Nicolas, en revenant sur la question des taux, puisqu'on l'a dit, c'est un sujet assez central. On a cette boucle d'inflation qui nourrit des politiques, une volonté de remonter les taux d'intérêt par les banques centrales, avec tous les impacts que ça peut avoir sur le
taux de financement du particulier comme des États. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le particulier français emprunte sur 20 ans à 150 points de base, donc 1,5%. L'État est déjà à 220. Donc la qualité de la signature entre monsieur Michu et l'État français n'étant pas totalement la même, et ça paraît quand même assez incongru que l'État emprunte à 50% plus cher que le particulier. Donc on voit bien qu'il y a une convergence qui va s'opérer. Mais ma question est plutôt de se dire, on voit tous ces nuages noirs qui s'amoncellent quand même, on les a un peu tous signifiés. Beaucoup de gens sont mis en tête qu'on rentrait dans une récession, qu'elle soit technique ou qu'elle soit réelle pour la fin d'année. Est-ce que ça ne va pas devenir autoréalisateur? Est-ce que de toute façon, la trajectoire un peu de remontée des taux des banques centrales ne va pas être interrompue? Puisqu'en fait, tout d'un coup, on pourrait avoir une baisse très forte de toute cette inflation parce que la demande va finir par réagir très rapidement. Oui, alors déjà sur la récession et son caractère autoréalisant, moi je m'intéresse beaucoup aux questions macroéconomiques, mais je dis toujours quand même aux responsables d'entreprises comme vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt au fond, parce que quand la situation est bonne, quelle implication ça a pour vous? Quand la situation est bonne, vous n'arrêtez pas de travailler, quoi. Donc ça ne génère rien d'automatique. Si on vous dit on va avoir une récession en fin d'année, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien, vous n'allez pas vous dire tant pis, il y a une récession, on ferme la maison. C'est pas... Donc ce sont simplement des éléments de contexte. Donc je dis ça parce que je ne vois pas les choses ni de façon positive ni négative. On est dans une nouvelle économie, voilà, avec des choses nouvelles. L'inflation, on n'avait jamais connu ça. Robin et moi, les débats qu'on avait sur l'inflation depuis 15 ans, c'était des débats de profs d'économie. C'était vraiment, oh là là, on a 0,8% d'inflation, est-ce que c'est bien mesuré? Est-ce que finalement la cible des banques centrales, l'inflation des banques centrales ne devrait pas être diminuée? Ça n'intéressait que les spécialistes. Aujourd'hui, on est dans un autre type de débat. Le débat aujourd'hui, c'est est-ce que le régime d'inflation ces prochaines années, c'est 5 ou 10%? Qu'est-ce que ça change sur le pouvoir d'achat? Est-ce que les salaires vont rattraper l'inflation, être au-dessus, au-dessous? Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC, etc. Donc vous voyez, c'est un débat qui change complètement de nature. Donc je ne suis pas sûr que ce soit moins bien, mais je pense qu'il faut tout simplement se dire que c'est autre chose et ça va me permettre de répondre à la deuxième partie de ta question, il faut adapter nos réflexes, en fait. C'est surtout ça. Parce que tu évoques la question de l'inflation et des taux d'intérêt. Alors, déjà sur l'inflation, moi je pense, mais là on est dans la prospective, donc je ne suis pas sûr d'avoir raison. On enregistre, mais on coupera si voilà, besoin. Non, mais bon, il m'arrive de me tromper, hein, mais il me semble qu'on est quand même entré dans quelque chose de nouveau en matière d'inflation. C'est-à-dire que évidemment, les prix du pétrole vont pas doubler tous les ans, les prix du gaz, etc. Donc on voit bien que tout ça, d'ailleurs les prix du pétrole, là, ils baissent un peu. Bon, mais on voit bien qu'on atteint des plafonds. Mais je n'achète quand même pas l'idée selon laquelle l'inflation va retomber quand les prix du pétrole vont se stabiliser. Parce que je crois que cette économie de pénurie que j'ai décrite, elle est là pour durer. Et puis je crois surtout, tu en as un peu parlé, mais qu'il y a une compétence qui est durablement rare, c'est la compétence humaine. Et donc, j'imagine assez bien que les salaires vont durablement augmenter. Il y a beaucoup de raisons pour ça, des problèmes de tension sur le marché du travail, de recherche de compétences, de climat social aussi. Et donc, il me semble que tu as toi-même évoqué la question de la spirale prix-salaire ou de la boucle prix-salaire. Il me semble quand même qu'on y va. C'est-à-dire une séquence qui durera assez longtemps où les salaires augmentent, comme il y a quand même de l'activité économique, les entreprises arrivent à répercuter ça en partie dans les prix, ce qui régénère de l'inflation, ce qui régénère des tensions sur les salaires. Donc voilà, je pense qu'on est là-dedans. Alors évidemment, ça fait monter les taux d'intérêt de long terme. Et vous l'avez très bien dit, les taux d'intérêt, ils ont monté assez rapidement, en fait. Il y a quelques mois, les taux à 10 ans en France, ils étaient encore négatifs. Donc aujourd'hui, ils sont ancrés vraiment solidement au-dessus de 2%. Donc ça a monté rapidement. Ceci dit, et Robin, tu connais ça bien mieux que moi, parce que tu en parles très souvent, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. En fait, le calcul économique, il doit se faire sur le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt ramené à l'inflation. Pourquoi? Parce que quand vous prenez de la dette, vous la remboursez en règle générale à taux fixe, mais en revanche, le dénominateur de vos ratios financiers, il augmente, les prix augmentent, les revenus augmentent, tout augmente en période d'inflation. Et donc, vos ratios d'endettement
même si les taux d'intérêt nominaux augmentent, en fait, vos ratios d'endettement, ils ont plutôt tendance à diminuer. Alors, vous voyez, parce que je mets de l'argent sur mes idées, moi, en ce moment, je prends de la dette, par exemple. Pourquoi ? Parce que alors, le banquier est venu me voir absolument catastrophé. Il m'a dit, Monsieur Bouzou, on vous adore vraiment, mais les taux augmentent très vite. Et donc, sur 20 ans, on ne peut pas vous faire moins de 1,8%, c'est catastrophique, etc. Laisse tomber, je prends l'argent, 1,8%, ça me va très bien. Je vous rassure, à 1,8, je prends aussi. Hein, Non, mais ce que je lui ai pas dit, c'est que même à 2 ou 2,5, je prends de toute façon. L'inflation, elle est à 6%. À mon avis, elle va rester solidement ancrée au-dessus de 5%. Donc, je la prends, cette dette. Alors, est-ce que je suis sûr de gagner ? Ben non, puisque je fais un investissement forcément risqué. Mais en revanche, en épargnant mon argent, je suis certain de perdre. C'est ça l'arbitrage qu'il faut bien comprendre. C'est que si vous épargnez aujourd'hui, le meilleur placement que vous puissiez trouver, sans prendre des risques délirants, hein, bien évidemment, mais le meilleur placement que vous allez trouver aujourd'hui net d'impôt, il va être à quoi ? 2%. Quelque chose comme ça. Allez voir en Père Gestion. Non, mais voilà, non, mais avec une inflation à 6%. Donc vous perdez 4% par an. Donc ça va vite. Si je prends de la dette et que j'achète un logement, moi j'achète une boutique en l'occurrence, mais peu importe, mais que j'achète un bien sur un marché qui est un marché, tu l'as rappelé, structurellement en déficit d'offres, ben, je peux me tromper, mais bon, quand même, le risque est relativement limité. Donc il faut qu'on arrive à faire cette pédagogie. C'est-à-dire que l'inflation, elle améliore les ratios d'endettement. Alors il y a une exception, notable en ce moment, que personne n'avait vu venir, parce que c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive, c'est l'État. En principe, l'inflation diminue la dette de l'État, ou les ratios d'endettement de l'État. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, on se rend compte que l'inflation dégrade la situation financière de l'État pour une raison qui est liée au fait que la tolérance du corps social à l'inflation est devenue nulle et tous les corps sociaux demandent des compensations à l'inflation sous forme d'aide, sous forme de dépenses publiques. Et notre ami Dominique Régnier, notamment, a très bien montré que politiquement, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à indemniser une partie de la population face à l'inflation, il n'y a plus aucune légitimité à ne pas indemniser les autres parties de la population. Donc c'est tout le débat qu'on est en train d'avoir avec la loi pouvoir d'achat, hein, qui sera la première ou la deuxième loi en discussion au Parlement. Il y a de l'inflation, il faut aider tout le monde. Et alors le grand paradoxe, j'essaie de faire cette pédagogie, mais ça ne marche pas du tout, de cette politique, c'est qu'évidemment, elle est inflationniste. Hein, puisque quand vous aidez les gens alors qu'il y a des problèmes d'offres, par du déficit public, en fait, vous fabriquez de l'inflation. Et donc, ça fait monter les dépenses publiques, ça dégrade les ratios financiers de l'État, ça refait monter l'inflation, et donc on est dans cette situation-là. Mais en revanche, pour les particuliers, la hausse des taux, quand même, aujourd'hui, me semble-t-il, hein, mais je parle aussi sous votre contrôle, rapportée à l'inflation, elle me semble pas du tout catastrophique. Mais on n'a pas ce type de réflexe. Les gens regardent encore les taux, les gens regardent les taux nominaux. Ils n'ont pas encore cette idée de corriger les taux nominaux par l'inflation. Oui, et puis concernant les particuliers, il y a les banques calculent peu la valeur du bien, elles calculent la capacité de remboursement de l'emprunteur et donc ils sont très rapidement contraints par les taux d'intérêt. C'est ce qu'on a vu avec les débats récents sur la question du taux d'usure. Est-ce qu'il est nécessaire de le remonter pour pouvoir permettre à une partie importante de la population, plus importante de la population, d'accéder à la propriété ? On pourra peut-être, Clément l'a un petit peu évoqué, mais c'est un sujet qui est quand même assez crucial. On estime aujourd'hui, les derniers calculs qui ont été faits considèrent que sur les ménages gagnant moins de 3 000 euros et qui constituent une partie importante de la population, aujourd'hui il y en a un tiers qui a été évincé de l'acquisition immobilière tout simplement par le fait que ces taux d'intérêt auxquels ils auraient pu emprunter aujourd'hui excèdent le taux d'usure. Donc les banques ne sont pas en mesure de leur proposer des crédits qui permettent de rentrer dans le marché. Si on continue notre réflexion et notre discussion et qu'on s'intéresse un petit peu à la question des prix de l'immobilier. Sujet important, on l'a brièvement touché. On a essayé de dessiner quelques-uns des déterminants de ces prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont énormément progressé ces dernières années, on l'a dit, hein, de manière très importante. On peut chercher les explications, elles sont nombreuses, mais l'une d'entre elles pourrait être de se dire que
on avait peut-être un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc, dans un contexte où tout d'un coup, il y a beaucoup de création monétaire, des actifs rares deviennent des actifs chers. C'est assez classique. La question, c'est comment cela peut-il évoluer ? Et peut-être, Clément, pour commencer par vous, vous en avez un petit peu parlé. Comment vous voyez, vous anticipez ces évolutions de prix et quels déterminants peuvent jouer à la fois sur le côté des acheteurs, à la fois sur le côté de l'offre. On voit qu'il y a des réglementations environnementales très strictes qui vont par nature réduire soit l'offre, soit le potentiel de l'offre. Je pense au zéro artificialisation. Comment vous voyez un petit peu le point d'équilibre entre ces différents éléments ? Moi, je crois, Romain, que vous avez, avec Nicolas Bouzou avant vous, introduit le point essentiel sur le secteur de l'immobilier. Et ce qui est rare et cher, et ce qui est rare dans l'immobilier aujourd'hui, c'est le foncier. Pour les raisons que vous avez indiquées, qui tiennent à des perspectives réglementaires qui ont été renforcées et pour une raison qui est tout à fait nécessaire, qui est de lutter contre l'artificialisation des sols. Donc, cette politique publique, elle est portée collectivement et par les pouvoirs publics et par les principaux opérateurs qui développent du logement. Je voulais revenir sur un point, je vais répondre plus en détail à votre question, mais vous avez dit il faut avoir je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais avoir finalement une réponse adaptée à la situation. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, alors même si tout ça est très incertain, si le contexte est très compliqué pour tout le monde, d'essayer de bien analyser la situation dans laquelle on est. En 2008 et 2009, le secteur de l'immobilier résidentiel a connu une crise de la demande très forte. Ce qui a justifié, notamment de la part du groupe CDC Habitat, pas seulement, mais notamment de notre part, le lancement d'un plan de relance qui était en fait l'acquisition massive auprès des promoteurs immobiliers de programmes qui ne trouvaient plus acquéreurs auprès des particuliers. J'ai dit crise d'offre, c'était crise de demande, je voulais dire. Je voulais dire crise de demande, tout le monde aura rectifié. Au printemps 2020, avec le confinement, c'est la même chose. On a une crise de la demande. Alors, ce que tout le monde interprète à cette époque-là, mars 2020, tout le monde est saisi par le confinement. Il n'y a plus une seule demande de logement en acquisition. Donc les promoteurs se trouvent devant une situation totalement inédite où la demande disparaît littéralement. Donc même mode opératoire, effectivement, heureusement, l'avenir aura, en tout cas celui qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, a démontré que le marché a rebondi assez vite derrière, mais en tout cas au mois de mars, pendant 2 ou 3 mois, le secteur était prêt de s'effondrer. Et donc même type de réponse, crise de la demande très forte, soutien de la demande, notamment par l'opérateur Caisse des dépôts CDC Habitat, avec le lancement d'un plan de relance massif d'acquisition aussi de programmes immobiliers. Aujourd'hui, et depuis 2021, on est clairement dans un problème d'offre, ce que vous avez dit, avec l'ensemble des facteurs que vous avez décrits et sur lesquels je ne reviens pas, et auxquels s'ajoute, et c'est là où je voulais en venir, le problème de la rareté du foncier, qui était déjà un sujet majeur jusque ces dernières années, mais qui en plus devient de plus en plus prégnant avec les politiques publiques de non-artificialisation des sols, de réduction de l'artificialisation des sols, et puis aussi de la pression sociale aussi des habitants qui ne veulent plus d'étalement urbain et donc qui souhaitent que on ait des programmes immobiliers plus respectueux de l'espace. Et donc comment on fait dans ce contexte-là ? Notre conviction, c'est qu'il faut continuer de produire, continuer d'investir, relancer, non pas venir soutenir la demande, mais relancer l'offre, et en essayant de dégager des ressources foncières abordables, à un prix abordable, qui permettent de sortir des opérations à des prix d'équilibre satisfaisants, à la fois pour le marché, mais aussi pour remplir, on est un certain nombre présents dans la salle, notre rôle d'opérateur de logement d'intérêt général, que ce soit du logement social ou du logement intermédiaire. Parce qu'à l'arrivée, c'est quand même des gens, des habitants qui vont être logés, soit comme locataires, soit comme futurs propriétaires. Il faut quand même que tout ceci soit compatible avec leur pouvoir d'achat. Et donc c'est ça l'enjeu, je pense, aujourd'hui. Alors je donne un exemple concret, ce qu'on a essayé de faire, parce que pour compte propre, CDC Habitat s'efforce d'être le plus en amont possible des opérations, donc en essayant de remonter la chaîne de valeur de l'immobilier pour aller capter des fonciers
pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, et donc avec la volonté évidemment de réduire le coût de production, donc de l'amont acquisition foncière jusqu'à la production, et puis en tant qu'investisseur final pour gérer des logements. On le fait pour compte propre depuis quelques années maintenant, et puis on va essayer d'accélérer aussi en le faisant pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'on a monté un fonds qui s'appelle Ab Initio avec l'appui d'investisseurs institutionnels, dont la thèse d'investissement précisément, et c'est ça qui est original, c'est de se porter à cœur de foncier dans la perspective de développer du logement résidentiel. Voilà, donc voilà les exemples concrets de ce qu'on peut essayer de faire pour répondre à une problématique qui est aujourd'hui clairement une problématique d'offre, et en particulier s'agissant du secteur résidentiel, d'offres foncières, puisque c'est quand même ça le nerf de la guerre. Sur ce sujet, Nicolas, on a vu une étude que ton cabinet a produite il y a quelques temps sur le sujet justement du déséquilibre offre-demande, et puis surtout sa localisation. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans les autres tables rondes, mais malheureusement cette analyse de l'offre et de la demande ne se fait pas sur un marché qui est uniforme dans le pays. On a aujourd'hui des situations qui sont extrêmement plurielles et très hétérogènes en fonction du dynamisme des bassins d'emploi et du dynamisme démographique. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? C'est très exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, regarder les choses, et ce que montrait notre étude, regarder les choses au niveau national fait pas beaucoup de sens, parce que si on compte le nombre de logements et qu'on compte le nombre d'habitants, il y a des logements en France. Donc c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est de savoir si les logements dont on dispose sont adaptés aux besoins des gens. C'est ça. Est-ce qu'ils sont aux bons endroits ? Est-ce que c'est les bons logements, etc. Et c'est là qu'on voit que la réponse est très clairement non. Pourquoi ? Parce que l'emploi s'est beaucoup créé, l'activité économique et l'emploi se sont beaucoup créés dans les villes, en particulier dans les grandes villes ces dernières années. Et c'est là qu'on a pour des raisons assez faciles à comprendre, notamment le manque de foncier, c'est là qu'on a le plus de mal à construire. Et donc je dirais que les logements ne sont pas aux bons endroits, pour schématiser. Et donc on a bien, là où sont les besoins, un manque criant de logements en France, qui est un problème économique, un problème social et un problème politique. Problème économique parce que le fait que le marché du logement se soit pas bien accordé ces dernières années est un vrai frein, par exemple, au bon fonctionnement du marché du travail. On le voit très clairement en ce moment où beaucoup d'entreprises ne trouvent pas suffisamment de gens à recruter. Donc on est vraiment dans une situation de pénurie d'emploi. Plus de la moitié des entreprises nous disent que c'est la principal frein à l'activité aujourd'hui. Dans certains secteurs, notamment le BTP, on est à plus de 80%. Et quand on regarde les choses attentivement, on voit que c'est parfois lié à de l'éloignement géographique. Je l'ai vu encore, mais vraiment de façon très concrète, la semaine dernière, dans le Grand Est. Le président de la région Grand Est me dit « J'ai un gros problème pour la rentrée. Qui m'inquiète beaucoup, je n'ose pas le dire à mes administrés, donc ça reste entre nous, on n'a pas de chauffeur de car scolaire. Voilà. Pas de chauffeur de car scolaire. Alors je lui dis, mais il n'y a personne, c'est bizarre quand même, parce que beaucoup de gens doivent avoir ce type de compétences, donc on va sur le site de Pôle emploi Grand Est, on regarde les nombres de personnes qui correspondent à un profil chauffeur de car scolaire, on en trouve 170. Donc il y en a, en fait. Alors pourquoi est-ce que ces 170 ne postulent pas ? Alors peut-être parce que certains d'entre eux trouvent que c'est trop fatigant de faire ça, mais une partie d'entre eux, parce que de façon tout à fait légitime, ils habitent trop loin, et parce qu'avec le coût du carburant, leur calcul économique montre que ce serait très difficile pour eux. Donc vous voyez, je prends cet exemple très concret, mais pour montrer comment la mauvaise localisation des logements, ou le manque de logements là où on en a besoin, peut être un obstacle, par exemple, à l'ajustement du marché du travail. Donc ça, c'est le problème économique. Problème social, parce que moi, je considère, alors là, c'est une prise de position, je dirais philosophique, mais moi, je pense que quand on travaille beaucoup, quand on gagne bien sa vie, et je pense en particulier aux plus jeunes, le fait de ne pas pouvoir accéder au logement, c'est une injustice. Je pense que c'est un problème, et je pense qu'on peut considérer légitimement que ce n'est pas une situation normale. Et puis, ça pose un problème politique, parce que, vous l'avez très bien dit, et Robin, tu as beaucoup écrit là-dessus, le marché du logement est soumis à ce qu'on appelle le paradoxe de Olson, c'est-à-dire, si vous demandez aux gens, est-ce qu'il faut des logements pour vos enfants, par exemple, tous les gens vont répondre oui. Si on demande aux gens, est-ce que vous acceptez que ce soit près de chez vous, les gens répondent non. Donc, c'est une vraie difficulté de politique publique, mais c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en parle beaucoup aux élus. Et quand même, beaucoup me disent,
certes, quand on construit, c'est difficile parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie avec la population. Mais si on ne construit pas, si on ne transforme pas nos villes dans ce sens-là, on le paye électoralement aussi. Et donc, en réalité, le fait de construire est quand même peut-être quelque chose qui, politiquement, peut être rentable, si vous me passez cette expression. Mais il y a énormément de pédagogie. Voilà, faut y mettre beaucoup de soins, faut y affecter beaucoup de temps. Mais il y a une question politique derrière ça qui peut être résolue. Donc vous voyez, hein, ma position est vraiment sans aucune ambiguïté. Il y a bien un manque de logement en France qui est un problème à beaucoup d'égards. Tu avais fait d'ailleurs, je me souviens, des propositions très, très créatives pour qu'on arrive à libérer du foncier. Mais moi aussi, hein, sur le papier, je suis favorable au zéro artificialisation nette. Ok, mais il faut quand même qu'on trouve un moyen de construire davantage, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas rester derrière des principes qui sont des principes que tout le monde partage, mais en bâtissant des injustices et des inefficacités économiques, parce que ce n'est pas non plus satisfaisant pour nos concitoyens. Donc il faut quand même qu'on arrive à résoudre ce paradoxe. Très clair, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, Clément, pour conclure, même si ça a été très légèrement évoqué, mais on sait qu'il y a une loi effectivement sur le pouvoir d'achat qui va rentrer en discussion. On a eu la position du gouvernement que vous avez souligné, une position, on va dire, médiane, avec le blocage sur l'IRL du deuxième trimestre, pardon. Comment vous pensez que cette position, alors c'est un exercice de politique fiction presque, je vous demande pour conclusion, mais comment vous voyez cette position? Est-ce que vous pensez que c'est celle qui sera tenue finalement, ou est-ce que vous pensez, et vous vous dites, vous vous préparez à quelque chose de peut-être plus dur? Alors là, la question est vraiment, je pense, plus que compliquée. Enfin, je me garderais bien d'y répondre et de faire un pronostic. Je pense que la position qui est aujourd'hui celle d'une relative modération, elle correspond assez bien à l'équilibre que la profession ressent. Je m'explique, c'est-à-dire que si on se projette l'inflation courant 2022, même si en France elle est relativement plus faible que dans le reste de l'Union européenne, de la zone euro, elle va sans doute atteindre des pics autour de 6, peut-être 8% en régime annuel. Et donc on aurait des indices de référence des loyers qui connaîtraient vraiment des niveaux extrêmement élevés par rapport à ce qu'on a connu, et sans doute la plupart d'entre nous dans la pièce n'a jamais connu en réalité en termes de niveau d'inflation. Il faut quand même remonter au début des années 80, je pense, pour retrouver des niveaux d'inflation aussi élevés. Et du coup, on sent bien, enfin, je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'équilibre, il est dur à trouver entre la nécessité économique pour des opérateurs de pouvoir continuer à faire leur métier, hein, en l'occurrence des bailleurs qui vivent aussi et qui conduisent leur activité à partir des produits générés par les loyers. Et puis, la nécessité aussi de préserver la capacité des locataires à continuer à payer leur loyer dans des limites qui sont compatibles avec leur pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça la difficulté. Donc je ne pense pas qu'il y ait une réponse... je ne sais pas si 3,5 c'est le chiffre magique, mais en tout cas, on voit bien que l'équilibre, il doit intégrer à la fois des considérations économiques et des considérations sociales. Et voilà, donc c'est la beauté aussi de notre métier de bailleur, c'est d'être capable aussi de concilier ça, parce qu'on sera à la fois vigilant naturellement à notre capacité à poursuivre dans des bonnes conditions opérationnelles notre activité. C'est le thème général de la matinée. Et en même temps, de préserver aussi la cohésion sociale qui est notre mission en tant que bailleur. Et on sera évidemment très vigilant dans les mois et sans doute les années qui viennent à la prévention des impayés, comme on le fait habituellement, mais on aura évidemment une vigilance encore plus forte. Néanmoins, au plan économique, hein, pour nous tous, investisseurs, bailleurs, gestionnaires,
Vous l'avez fort justement rappelé, hein, Monsieur Boudou, c'est le régime d'inflation, compte tenu du niveau des taux aujourd'hui, nous place dans un régime de taux négatif. Donc évidemment, du point de vue de l'investisseur, ça nous encourage plutôt à accélérer l'activité, alors avec toutes les difficultés qu'on a évoquées sur lesquelles je ne reviens pas. Du point de vue du bailleur, il est acquis qu'on ne pourra pas répercuter la totalité de l'inflation. Et on revient au point d'équilibre que j'évoquais, qui n'a rien d'évident. Et donc, ça va être ça une des difficultés opérationnelles pour nous demain. C'est que les coûts d'endettement vont augmenter et l'évolution de nos produits ne pourra pas augmenter aussi vite que l'évolution des prix générales de l'économie. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu opérationnel très fort. Cet effet ciseau entre les deux, ça va nous obliger demain à être encore plus vigilants sur la performance opérationnelle de nos organisations. Voilà. Et je pense que c'est très clair. C'est sûr, quand on représente une part aussi importante du budget des ménages, on ne peut pas refléter nécessairement la moyenne de la hausse des prix de l'économie. Quand c'est des toutes petites parts du budget des ménages, on voit bien que certains acteurs peuvent faire passer des hausses parfois très au-dessus de l'inflation de long terme. Quand on pèse un tiers ou parfois plus du budget des ménages, évidemment, on n'a pas cette capacité-là. Merci beaucoup pour cette première table ronde sur la performance dans un contexte macroéconomique. Je pense qu'on a essayé de le décrire du mieux possible, qui est incertain au sens où il n'est pas forcément très noir ou tout noir comme on a pu le dire. Et en même temps, il est effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause et beaucoup de choses qu'on pensait acquises pour des décennies et qui tout d'un coup ont quand même été balayées. Tu m'autorises à dire un tout petit mot, Robin ? Parce que le colloque de cette matinée porte sur la performance opérationnelle. Évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de la performance opérationnelle dans le domaine de l'immobilier, donc je me garderai bien de donner des leçons là-dessus. Mais je voudrais faire le lien entre la macroéconomie et la performance opérationnelle. En fait, ce qu'on a décrit ce matin, c'est ce qu'on appelle dans les livres d'économie une situation de stagflation. C'est-à-dire qu'on manque de facteurs de production, on manque d'un certain nombre de choses, donc on a du mal à produire et ça fait augmenter les prix. C'est ça la stagflation. Donc, voilà, je le disais, il ne faut pas en avoir une peur panique, mais voilà, on entre là-dedans. Et il y a des moyens de conjurer cette stagflation, et ces moyens sont les mêmes d'ailleurs, ce qui est logique, au niveau microéconomique et au niveau macroéconomique. Quand l'offre est inférieure à la demande, comment on rétablit l'équilibre ? On rétablit l'équilibre en augmentant la production. Et augmenter la production, c'est essayer de travailler un peu plus ou d'être plus nombreux à travailler, mais c'est aussi générer des gains de productivité. Et cette question des gains de productivité, je trouve que ça devrait être l'une de nos obsessions, à la fois au niveau des politiques publiques, mais aussi au niveau des entreprises. Et dans notre malheur, qui a quand même été grand ces 2 dernières années, parce que la pandémie la plus forte depuis 100 ans et la première guerre sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, on peut dire quand même qu'on n'a pas joué beaucoup de chance, mais on a quand même eu un élément de contexte favorable, c'est que ces chocs d'offres interviennent dans le contexte de ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, le numérique, l'intelligence artificielle, pour vous, les robots dans d'autres secteurs, les biotechnologies encore dans d'autres secteurs. Et les investissements sur lesquels on a parfois pris un petit peu de retard en France, dans certains secteurs, mais les investissements dans ces domaines, et je pense pour vous en particulier à l'intelligence artificielle et au numérique, ce sont des vecteurs de gains de productivité qui permettent de compenser tout ou partie les effets négatifs de la stagflation. Donc là, on a quand même un outil qui, pour les entreprises qui ont les moyens d'investir, mais est vraiment un outil, je pense, efficace et qui doit vraiment faire l'objet d'une réflexion extrêmement profonde, parce que c'est la bonne façon, la saine façon de conjurer cet environnement un peu compliqué. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous. On redémarre une prochaine table ronde dans une dizaine de minutes. Entre-temps, on peut aller prendre un petit café. Oui, vous le méritez.